je sais pas comment il faut faire. Comment? Je sais pas comment il faut faire. Bah, vous avez pas d'identifiant? Si. Non, mais faudrait que vous m'expliquiez un jour, vous me donnerez un cours là-dessus. Y a pas de problème. Mais il Hein? faudrait demander des identifiants parce que... Mais là, Ferrand m'a dit que j'avais juste allumé l'ordinateur et c'était Marion Bonnet qui faisait tout. Ouais, d'accord. Donc, Bah, je lance la... vous savez où on branche ce truc? Vous mettez ici. Il y a un petit... Après, il suffit d'allumer l'ordinateur. Par contre, je pense qu'il faut mettre le rétroprojecteur. Voilà, de mettre le rétroprojecteur. Et comment on allume ce machin? Ouais, c'est bon. Vous allez... Ouais. Bien, Il va se mettre en route normalement. bonjour. Bon, vous me donnerez un cours. J'avais une question. Je me demandais si vous avez parlé des assistants sexuels. Des assistants sexuels. Non, pas aujourd'hui, non. Fallait venir, vous êtes venu au colloque? Oui, bah mais voilà. je suis pas allée vendredi, donc je sais que j'ai reparlé un petit peu samedi. Ouais, il fallait venir, c'était... Là, non, je vais pas en parler, non. Parce que... Bien, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du handicap. Alors il y avait un colloque ce vendredi et samedi sur cette thématique-là, peut-être que certains d'entre vous y étaient. Vous retrouverez peut-être un certain nombre de choses qui ont pu être travaillées à l'occasion de ces 2 journées de colloque sur ce thème. Alors tout d'abord, une définition du handicap. Alors il est difficile de définir la notion de handicap. On peut avoir soit une définition large, soit une définition restreinte. Actuellement, on adopte plutôt une définition large. C'est ce qui fait qu'on a créé des centres administratifs que vous connaissez sans doute sous les termes de maison du handicap. Et quand il faut s'adresser à la maison du handicap, eh bien c'est pour des situations extrêmement variées. On rencontre des choses tout à fait diverses et souvent les gens ne comprennent pas, les parents ne comprennent pas quand on leur dit que pour leur enfant, pour avoir une aide scolaire ou ceci ou cela, il faut s'adresser à la maison du handicap parce qu'ils ne considèrent pas du tout leur enfant comme ayant un handicap. Donc tout cela parce qu'on a une définition très large qui a commencé avec la classification internationale des handicaps, qui définissait 3 termes pour désigner le handicap. Le premier, c'est le terme de déficience. La notion de déficience, qui renvoie à différents organes, différentes fonctions élémentaires qui sont déficitaires, qui sont atteintes. La deuxième notion, c'est celle d'incapacité. L'incapacité concerne l'accomplissement de différentes activités. On peut avoir une déficience qui va produire une incapacité, mais on peut avoir une incapacité sans déficience. Et puis le troisième terme, c'est celui de désavantage. Le désavantage qui concerne le rôle, le statut social, qui concerne les conditions d'insertion sociale. Donc vous voyez, on peut avoir une déficience qui va produire ou pas une incapacité, qui va générer ou pas un désavantage social. Il y a une loi qui date de 2005, dont vous avez peut-être entendu parler, qui concerne
concerne l'insertion des personnes porteuses de handicap. Et cette loi définit le handicap de la manière suivante. Est désigné comme handicap et appelé handicap une limitation d'activité ou une limitation de participation à la vie en société du fait d'altérations substantielles durables ou définitives d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, ou de troubles de santé invalidants. Donc le handicap est défini par une limitation d'activité ou de participation à la vie en société du fait d'altérations substantielles, durables ou définitives, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, ou de troubles de santé invalidants. Alors vous voyez tout de suite là, combien la définition est large. Et donc plus que de handicap, on parle de situation de handicap. Le sujet va se retrouver en situation de handicap. Et du coup, eh bien, il y a des tas de raisons de se retrouver en situation de handicap. Tout le monde peut se trouver en situation de handicap. C'est-à-dire en situation d'être limité dans ses activités, limité dans sa participation à la vie en société, pour tout un tas de raisons. Et du coup, la définition est tellement large qu'elle devient complexe, compliquée. Alors il y a bien sûr des situations objectives de déficience motrice, sensorielle, mentale, qui sont invalidantes. Il y a des situations objectives de maladies somatiques qui sont invalidantes. Situations évidentes dont la qualité de handicap ne fait pas problème, ne pose pas question, ou dont le fait qu'elles mettent le sujet en situation de handicap ne pose pas question, en apparence. Mais si la plupart des situations sont évidentes, si la plupart des situations ne font pas problème, les questions se posent bien sûr toujours, comme d'habitude, aux bornes, aux limites de ces situations. À partir de quand est-ce qu'on doit parler de handicap? À partir de quand une maladie cancéreuse, par exemple, est-elle un handicap? Qu'est-ce qu'on gagne à considérer une dyslexie comme un handicap, comme on le fait maintenant? Un enfant qui est dyslexique, il doit aller à la maison du handicap. C'est un handicap. À partir de quand une pathologie mentale doit-elle être considérée comme un handicap? Est-ce qu'un retrait autistique qui est transitoire mais qui est substantiel, comme le dit la définition, c'est plus un handicap qu'une névrose obsessionnelle qui est durable, parce que dans la définition il y a aussi le terme de durable, une névrose obsessionnelle qui dure toute la vie? Qu'est-ce qui est plus handicapant? Qu'est-ce qui doit être plus considéré comme un handicap? Donc les limites du handicap, de la notion de handicap, sont aléatoires, sont difficiles à déterminer. Par ailleurs, est-ce qu'on doit déterminer le handicap du dehors? Est-ce que c'est un regard objectif qui doit dire ça c'est un handicap? Ou bien est-ce qu'on doit prendre en compte aussi le dedans, le regard du dedans, le regard subjectif du sujet, que le sujet se porte lui-même sur lui-même? Par exemple, si on retient la définition dans la loi de 2005, on peut dire que l'anorexie, eh bien, c'est un trouble de santé qui peut être très invalidant, qui peut produire un fort désavantage social. Est-ce que pour autant une anorexique va dire qu'elle est handicapée? De la même manière, est-ce qu'un enfant trisomique est handicapé? Ou bien est-ce qu'il se découvre handicapé? Est-ce qu'il se découvre handicapé dans le regard de l'autre, dans le regard du social, dans le regard de son environnement? Est-ce qu'un enfant IMC, infirme moteur cérébral, qui dit qu'il veut devenir basketteur, pilote d'avion, champion de karaté, est-ce qu'il est handicapé? Est-ce qu'il se vit comme handicapé? À partir de quand la stigmatisation est-elle une reconnaissance des difficultés qui va permettre
une aide au développement qui va permettre d'aider le sujet, et à partir de quand est-ce que c'est une sentence qui va condamner le sujet, condamné à être handicapé toute sa vie. Donc on le voit, il n'est pas facile de donner une limite à la notion de handicap. Le handicap, la notion de handicap, c'est une construction temporaire qui est l'effet à la fois d'une opinion personnelle combinée à une détermination sociale qui est toujours plus ou moins arbitraire. On peut dire que l'état de handicap, c'est le produit d'un processus qui est à la fois individuel et social. Vous savez qu'il y a un certain nombre de troubles qui sont passés à certains moments du statut de maladie à celui de variante normale, et vice-versa. C'est le cas de l'homosexualité, par exemple, qui était une maladie, maintenant c'est une variante normale. Ou de l'alcoolisme, dans l'autre sens. L'alcoolisme qui était un comportement faisant partie des variations normales des comportements, et maintenant c'est devenu une maladie. Donc la ligne de partage entre le normal et le pathologique, tout comme entre le valide et l'handicapé, cette ligne de partage, eh bien, c'est une construction sociale qui est temporaire, provisoire, aléatoire, arbitraire, qui dépend du moment. On peut dire aussi, comme certains le postulent, Canguilhem par exemple, qui disait qu'il y a en fait une infinie variété des états du vivant, une infinie variété des états de l'humain, on pourrait dire, avec des processus différents qui font plus souffrir certains, dont certains font plus souffrir que d'autres, dont certains sont plus invalidants que d'autres, mais tout ça, ça fait partie de la catégorie de l'humain, de la catégorie du vivant, même si tout le monde souffre et même si tout le monde finira par mourir un jour. Et au fond, la maladie ou le handicap, eh bien, même s'il est bien réel, bien sûr, même si le handicap est bien réel, c'est d'abord un statut social. C'est d'abord un statut social qui se construit à l'entrecroisement de processus sociaux et de processus subjectifs. On pourrait même presque dire, comme certains le font, qu'à partir du moment où on se pense malade, ou à partir du moment où on se pense handicapé, eh bien on est malade, on est handicapé. Parce qu'au fond, être malade ou être handicapé, ça n'est rien d'autre qu'être pensé malade ou être pensé handicapé, soit par quelqu'un qui a un pouvoir sur soi, qui vous dit ça c'est une maladie, ce que vous avez c'est un handicap, soit par soi-même. Et d'ailleurs, quand les gens disent « je me suis mis en maladie », ou bien « je me suis mis en invalidité », vous savez, comme on dit des fois, eh bien peut-être qu'ils ne croient pas aussi bien dire. C'est le sujet lui-même qui se met en maladie, le sujet lui-même qui se met en invalidité, qui se met en situation de handicap. On peut dire aussi qu'un handicap, même quand il est bien réel, et que personne n'a doute là-dessus, c'est jamais un handicap en soi. Comme toute forme de maladie, de folie, de déviance, d'anormalité, c'est jamais une folie en soi, c'est jamais une anormalité en soi, c'est jamais une maladie en soi. Vous savez, les gens qui s'occupent du handicap, en général, ce sont les éducateurs spécialisés, souvent au niveau des enfants. Ce sont les éducateurs spécialisés. Et il y a une boutade qui consiste à dire que si on appelle les éducateurs spécialisés, si on les appelle comme ça, c'est justement parce qu'ils sont spécialistes de rien du tout, mais qu'ils s'occupent de gens spéciaux. Ils s'occupent de gens spéciaux, et on peut dire que ce qui rassemble tous ces gens spéciaux, dont s'occupent par exemple les éducateurs spécialisés, qui sont spécialistes de rien, ce qui rassemble ces gens spéciaux, c'est qu'ils produisent un effet violent. Ils produisent un effet violent sur leur entourage, sur la société en général, un effet violent dans l'ordre symbolique, on pourrait dire, dans l'ordre de la représentation, et un effet qui varie du simple trouble jusqu'à l'horreur, jusqu'à l'horreur le plus absolu, la plus absolue. Donc, si la pathologie existe bien, si le handicap existe bien, s'il est évident, c'est surtout parce que tous ces troubles font plus ou moins horreur.
C'est pour ça qu'on les appelle handicap, et pas simplement variation de la norme, du statut d'humain. Hein. On les appelle maladies, handicap, parce qu'ils font horreur à ceux qui les regardent, et qui pourraient en être affectés, qui pourraient être pareils que ceux stigmatisés par ces termes. Autrement dit, par exemple, quand on dit de quelqu'un qu'il est fou, même si c'est vrai qu'il est fou, ce qu'on veut surtout dire, c'est qu'il rend fou. Il rend fou son entourage. Il rend fou celui qui le désigne comme fou. Il suscite en lui des émotions, des représentations folles, qui appellent des mesures défensives pour se protéger de toutes ces représentations, pour se protéger de la folie qu'on pourra avoir soi-même à l'intérieur de soi. Alors tout cela est important pour deux raisons. D'abord parce que si on se dit que quand on désigne l'autre comme anormal, malade, fou, handicapé, c'est pas tant parce que le mal est chez lui, hein, parce que la folie est chez lui, parce que le handicap est chez lui, mais c'est surtout parce qu'il mobilise en nous quelque chose d'identique, quelque chose de semblable, qui nous fait peur, qui nous horrifie. Eh bien, si on se dit cela, d'une certaine manière, ça permet de se dire cela, permet de conserver l'humanité de l'autre. Si on peut vivre la même chose, si on a besoin de se protéger de ce que l'autre nous fait éprouver et qui pourrait être semblable à lui, qui pourrait être de la même folie, eh bien donc c'est que c'est bien humain. La folie est humaine, le handicap est humain. Et du coup, on peut s'identifier, on peut partager quelque chose avec l'autre, on peut le comprendre et éventuellement on peut l'aider. Par ailleurs, c'est important de se dire les choses ainsi. C'est important de savoir vraiment ce qu'on veut dire au juste quand on dit « ceci est une maladie »,« ceci est un handicap »,« ceci est une folie ». C'est important parce que se dire les choses ainsi, ça permet de se mettre en garde quand on est tenté de le faire abusivement. Hein. Se dire que si on dit « ceci est un handicap », ça veut dire que je peux avoir la même chose, que je peux avoir la même folie, la même pathologie. Ben, du coup, je vais freiner mes désirs parfois de le faire de manière abusive, hein, et de désigner abusivement une maladie comme maladie, un handicap comme handicap, une folie comme folie. Et on sait que ce genre d'abus n'est pas du tout marginal, n'est pas du tout anecdotique. Hein. Ce genre d'abus infiltre massivement toutes les pratiques de soins. Ce genre d'abus fait partie des formes de violence que contient potentiellement toute activité de soin. Hein. Le soin est fait de ce type d'abus toujours potentiels dont il faut se préserver, se protéger. Donc, une fois qu'on a vu combien c'est difficile de définir le handicap, surtout si on a une définition large, et combien c'est difficile d'en préciser les limites, je vais m'intéresser maintenant à une définition plus restreinte, plus commune, plus vulgaire, on pourrait dire, hein, du handicap, c'est-à-dire celle dont tout le monde a des représentations évidentes. En parlant du handicap en tant qu'il concerne une atteinte somatique invalidante qui peut toucher la motricité, qui peut toucher la sensorialité ou qui peut toucher le fonctionnement mental, plus particulièrement le fonctionnement cognitif, le fonctionnement intellectuel. On aura donc des handicaps moteurs, des handicaps sensoriels, qui concernent la vue, l'audition, et des handicaps mentaux, qui concernent l'intelligence, le fonctionnement mental. Alors, quelles sont les origines de ces handicaps, si on considère comme ça une définition restreinte du handicap? Eh bien, les origines sont toujours somatiques, organiques, biologiques. Même si, vous l'avez bien compris, on peut se trouver en situation de handicap au sens des définitions actuelles qui sont larges, sans avoir de handicap somatique, hein, sans avoir de lésion somatique. Et là, on va en rester aux aspects somatiques, organiques, biologiques du champ du handicap. Et par exemple, quand on dit l'autisme est un handicap,
et pas une maladie mentale. Quand les défenseurs de l'autisme comme handicap affirment que l'autisme est un handicap, c'est parce qu'ils défendent justement l'idée de l'origine organique. Sous-entendu, l'autisme a une origine organique, biologique, génétique. Ils ne veulent pas dire que l'autisme produit des désavantages, quand ils disent l'autisme est handicap, au sens de la définition, la classification internationale du handicap ou de la loi de 1905. Non, ce qu'ils veulent dire, c'est que l'autisme a une origine biologique, organique, somatique. Donc les facteurs qui entrent en compte dans cette étiologie, dans l'origine du handicap, ce sont des facteurs toxiques, comme des infections par exemple, qu'on a pu contracter et qui vont produire une lésion somatique, organique, ou bien des facteurs accidentels, c'est un accident qui va produire le handicap, ou bien des facteurs développementaux, des malformations qui vont produire des handicaps. Très souvent, les handicaps sont congénitaux, de naissance, et sont dus à des malformations fœtales pour plusieurs raisons, comme des raisons génétiques, chromosomiques, par exemple la trisomie 21, ou bien sont dus à des souffrances cérébrales. Le cerveau a souffert, pendant la vie fœtale ou à la naissance, à cause d'intoxication, à cause d'accidents périnataux qui ont produit une anoxie cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau a manqué d'oxygène. Et là, c'est le cas d'un handicap extrêmement fréquent, qui est l'IMC, l'infirmité motrice cérébrale, qui est due à une souffrance fœtale, à une souffrance du cerveau pendant la vie fœtale ou à la naissance. Et c'est souvent aussi la conséquence d'une prématurité, par exemple. La prématurité peut avoir ce type de conséquences. Vous savez que maintenant, les progrès de la médecine sont tels qu'on peut venir au monde de façon de plus en plus prématurément. On peut sauver des grands prématurés d'une manière tout à fait spectaculaire, sauf que du coup, on fabrique plein de handicapés, parce que un grand pourcentage de tous ces prématurés qui sont sauvés alors qu'avant ils mouraient, parce qu'ils naissaient trop tôt, eh bien, ils vont se retrouver porteurs de handicap, et en particulier de ce type de handicap qu'on appelle l'infirmité motrice cérébrale. Les soins dans ces situations de handicap consistent en des prises en charge multiples, qui bien sûr sont adaptées au handicap, des soins, des prises en charge qui vont concerner des rééducations, pour aider au développement des potentialités, parce qu'il y a toujours des potentialités, quelles que soient les déficiences, il y a toujours des potentialités. Par exemple, si on est atteint de surdité, on n'est jamais complètement sourd. Il y a toujours des restes auditifs, et il va y avoir tout un tas de rééducations pour développer ces restes auditifs, pour pouvoir profiter de ces restes auditifs et les amplifier, les utiliser d'une manière maximale. C'est vrai pour tous les handicaps. On va faire tout un tas de rééducations pour aider au développement des potentialités qui sont toujours là. Deuxième type de soins, c'est la socialisation. Il va y avoir tout un travail d'accompagnement pour l'ouverture au monde, malgré le handicap, malgré la différence. Tout un travail d'intégration, d'aide à l'intégration. Ce qui est bien sûr extrêmement difficile, c'est rarement réussi, une intégration, c'est très très difficile. Vous savez qu'il y a une hypocrisie sociale, politique, qui consiste à promouvoir l'intégration pour des raisons humanistes, bien sûr, mais en fait c'est surtout des raisons économiques, parce qu'intégrer un enfant handicapé, ça coûte bien moins cher que de fabriquer des instituts spécialisés pour les handicapés qui ont des prix de journée qui coûte bien plus cher à la communauté, à la société, qu'une AVS qui va aider dans l'école
un enfant handicapé AVS qui n'a aucune formation et qui est payé à coup de fronde, hein. Donc c'est bien plus économique. Donc c'est très difficile l'intégration, c'est très difficile de tolérer la différence. Vous savez, on parle toujours du droit à la différence, hein. Il y avait une association de handicapés qui m'avait invité pour une conférence et ils avaient un slogan, leur slogan c'était le droit à l'indifférence. Eux, ce qu'ils réclamaient, c'était le droit à l'indifférence, pas le droit à la différence, hein, mais le droit d'être traité indifféremment que tout le monde. Ça, évidemment, c'est très compliqué, on n'a pas gagné encore, hein, pour que les handicapés soient traités de manière indifférente. Et puis enfin, troisième type d'aide, de soins, c'est bien sûr le soin psychologique, le travail psychologique, l'aide psychologique, qui va consister à aider le sujet à intégrer le handicap dans l'expérience de soi, dans la subjectivation de ses expériences, dans le développement de son identité. Le handicap, bien sûr, affecte le sujet, hein, affecte la subjectivation. Et d'ailleurs, on va parler de sujets non pas handicapés, parce que un sujet handicapé, ça réduit l'identité au handicap. On va parler de sujets porteurs de handicap, hein, ou de sujets en situation de handicap. Le sujet est d'abord un sujet. Le handicap, ce n'est pas une identité, même si le social en fait une identité, hein. On ne va pas parler de tel enfant, on va parler des trisomiques, des mongoliens même, hein, en employant encore un terme qui date du siècle dernier, hein. Donc le regard social va réduire l'identité au handicap. Et le travail psychologique va consister justement à détacher le sujet de son handicap et à l'aider à intégrer ce handicap. Alors tout cela suppose l'intégration du handicap et de l'enfant porteur de handicap dans son milieu et dans son premier milieu, son premier entourage, c'est-à-dire sa famille. Ce qui est déjà pas évident parce que la rencontre avec le handicap, c'est une situation extrêmement traumatique. Pour le milieu familial, et c'est de cela dont je vais parler maintenant, quels sont les effets que produit le handicap, la découverte d'un handicap chez un enfant, dans son premier milieu social, qui est le milieu familial. Premier type d'effet de la rencontre avec le handicap, c'est un effet que j'ai appelé un effet de déception originaire, un effet de déception originaire et de blessure narcissique. On peut dire que la découverte d'un handicap chez un enfant, eh bien, provoque une désillusion brutale qui va engendrer un effondrement et qui va nécessiter tout un travail de deuil. Les parents, la famille devra faire tout un travail de deuil. Alors un travail de deuil qui en même temps est différent du deuil, en ceci que d'une part l'objet n'est pas perdu, l'enfant est toujours là, il est bien vivant, et que le handicap est omniprésent, toujours là, et persécuteur du fait de son omniprésence. Cette situation va produire une déception qu'on peut appeler originaire, c'est-à-dire qui concerne l'origine. Et d'ailleurs, comme disent les parents, chaque fois qu'ils changent d'institution, d'équipe soignante, de thérapeute, ils disent toujours il faut repartir à zéro. Il faut toujours repartir à zéro. C'est-à-dire chaque changement va reconvoquer la situation originaire, le zéro, la situation d'origine, traumatique, hein, qui est toujours là, qui ne peut jamais se dépasser, toujours présente. Cette origine traumatique, ce traumatisme de l'origine, provient bien sûr de la blessure narcissique, hein, que provoque cette expérience. Comme on l'a déjà vu avec Freud qui parlait de Sa Majesté le bébé, hein, l'enfant, le bébé est porteur de tout un projet narcissique, il est porteur du narcissisme parental, il est chargé de faire revivre le narcissisme des parents, il est chargé d'assurer l'immortalité du moi, l'immortalité du narcissisme parental, il est chargé de réaliser tous les projets que les parents n'ont pas pu réaliser, donc il y a toute une mission narcissique, hein, qui est dévolue au bébé.
Et bien sûr, quand le bébé va être différent, va être porteur d'une anomalie, d'un handicap, eh bien cette mission sera irréalisable. Et le narcissisme parental va subir une blessure extrêmement violente. Vous vous rappelez aussi de Pierre Aulagnier qui avait décrit ce qu'elle appelait le contrat narcissique, qui est une autre manière de dire la même chose, le contrat narcissique, qui lie les parents à l'enfant, ou l'enfant à ses parents, aux générations antérieures, à l'ensemble du groupe social, et qui prescrit cette mission de l'enfant, du bébé, d'avoir à assurer la continuité de la génération, en échange de la reconnaissance par le groupe social de ce bébé, de ce nouveau venu, comme faisant partie de la lignée générationnelle, comme étant bien des leurs. Et bien là, le handicap va produire une rupture de ce contrat narcissique, une rupture brutale, violente, sans préavis, on pourrait dire, du contrat narcissique, et va mettre l'enfant dans une position de dégénération, hors génération, hors généalogie, hors lien généalogique. L'enfant ne pourra pas répondre, ne pourra pas honorer un tel contrat du fait de la différence dont il sera porteur et de l'horreur qu'il va inspirer, pour reprendre les termes de tout à l'heure. Alors bien sûr, tous les handicaps ne se valent pas. Là, j'emploie un terme générique, tous les handicaps ne se valent pas. Il y a des écarts qui sont tolérés, il y a des dérogations possibles au contrat narcissique. Par exemple, il est plus facile d'être reconnu, d'être socialement reconnu et socialement admis si on est porteur d'une trisomie 21, par exemple, que si on est porteur d'un autisme ou d'une maladie mentale. Il y a certains handicaps qui peuvent s'intégrer dans les contrats narcissiques plus facilement que d'autres. C'est non seulement le narcissisme parental qui subit une blessure, mais c'est, on pourrait dire, l'humanité parentale, le sentiment même d'humanité. Le sentiment même d'humanité, c'est l'identité humaine qui est blessée. Le handicap fait vivre un sentiment d'étrangeté, une expérience de non-humanité. Le handicap attaque l'humanité parentale, il disqualifie la parentalité. Il pose la question de l'humanité. Où commence l'humanité? Est-ce qu'un tel bébé autant mal formé, avec un tel cerveau, est-ce que c'est encore un être humain? Comment est-ce qu'on peut être parent d'un être porteur d'une telle monstruosité? C'est toutes les images de monstruosité que va, bien sûr, faire venir, appeler le handicap. Donc, premier type d'effet, déception originaire, blessure narcissique, blessure de l'humanité. Deuxième type d'effet, traumatique, le handicap produit une sidération de la pensée. Tout l'appareil psychique familial sera sidéré. La pensée est sidérée. Cette sidération de la pensée, c'est un effet traumatique, bien sûr, mais c'est aussi une défense. C'est aussi une défense contre certaines pensées. Il faut arrêter de penser, parce que sinon, ce à quoi on va penser, c'est à des pensées traumatiques, comme le désespoir, l'injustice, ou alors des pensées interdites qu'il faudra faire taire, comme les désirs de mort, les désirs d'abandon de cet enfant. Une forme de la sidération de la pensée dans la famille, c'est la centration de toute la famille autour du handicap. Et on va voir parfois toute la famille se mobiliser pour le sauvetage de l'enfant handicapé, mais non seulement se mobiliser, mais consacrer toute sa vie, toute son énergie, tout le fonctionnement familial sera attribué, réservé au sauvetage de l'enfant handicapé. Il n'y aura plus de place pour rien d'autre, plus de place pour aucun plaisir personnel, aucun désir personnel, aucun espace personnel. Tout est centré autour de l'enfant handicapé. Et ça, c'est une forme de la sidération. Tout mouvement de vie est sidéré. Ce qui sidère aussi la pensée, c'est le télescopage entre le fantasme et la réalité.
Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut dire que toute grossesse, tout désir d'enfant, toute attente d'un enfant s'accompagne toujours de pensées traumatiques selon lesquelles cet enfant pourrait être mal formé, pourrait avoir une anomalie. Parce que tout désir d'enfant est toujours transgressif, je crois qu'on l'a déjà dit, on en a déjà parlé. Vouloir devenir parent, désirer un enfant, c'est vouloir s'identifier à ses propres parents, et d'une certaine manière, c'est vouloir prendre la place de ses propres parents. Et bien ça, pour l'enfant oedipien qui est resté vivant en soi, c'est interdit, c'est une transgression. La parentalité, la sexualité est réservée à une autre génération, celle de ses parents, c'est interdit pour l'enfant. Et donc quand on a le désir d'enfant, quand on a le désir de devenir parent, eh bien il y a l'enfant à l'intérieur de soi qui a peur, parce qu'il se dit mais tout ça, est-ce que j'y ai bien droit? Est-ce que j'ai vraiment droit à la parentalité, à la sexualité? Et du coup il y a des craintes d'être puni du fait de cette transgression. Et donc on craint d'avoir un enfant mal formé, qui sera le châtiment, d'une certaine manière, la rétorsion pour avoir osé réaliser un désir interdit, transgressif. Tout ça, c'est du fantasme, ça vient dans les rêves. Toutes les mères enceintes et tous les futurs pères aussi font des rêves comme ça, de crainte. Crainte qu'il se passe un accident, crainte que l'enfant soit trisomique, soit ceci, soit cela, qu'il arrive une catastrophe. Et en général, tout se passe très bien, dans l'immense majorité des cas, et tout ça, c'est complètement oublié, c'est relégué dans l'inconscient, c'est refoulé, on s'en souvient même plus. Le bébé est un très très beau bébé, magnifique, c'est le plus beau bébé du monde, même s'il est franchement laid, franchement moche, c'est toujours le plus beau bébé du monde, et on oublie toutes les craintes de malformation qu'on a pu avoir. Sauf que quand il se passe pour de vrai un accident, quand il y a vraiment une anomalie, eh bien là, tout se passe comme s'il y avait un télescopage entre le fantasme et la réalité. Ce que j'ai pensé, ce que j'ai craint, ce que j'ai rêvé, ce que j'ai fantasmé, ça se réalise pour de vrai. J'avais rêvé que j'aurais un enfant trisomique, j'avais rêvé qu'il m'arriverait ceci ou cela, et paf, il se produit tel accident, telle anomalie, tel trouble, tel handicap apparaît chez l'enfant. Donc, j'ai eu un rêve prémonitoire. Et d'ailleurs, souvent, les parents racontent des rêves prémonitoires qui ne sont pas du tout prémonitoires. C'est simplement le hasard qui fait que la réalité vient confirmer le fantasme et qui donne au rêve sa dimension interprétée comme prémonitoire. Mais du coup, ça peut sidérer la pensée. Donc, il ne faut plus que je pense. Parce que ce que je pense, ça se réalise. Donc, j'arrête de penser pour ne pas voir mes pensées, et en particulier mes pensées traumatiques, se réaliser. Troisième type d'effet traumatique dans ce genre de situation de rencontre avec un handicap chez un enfant, ce sont les effets de culpabilité. Ces situations produisent bien sûr de la culpabilité, il est classique de le dire. C'est d'abord une culpabilité actuelle, post-traumatique, qui est éprouvée par le parent. C'est la culpabilité d'avoir donné la vie à cet enfant, la culpabilité de lui avoir donné une vie imaginée comme sans vie, sans avenir. C'est la culpabilité d'avoir désiré sa mort, d'avoir désiré qu'il ne vive pas, d'avoir désiré son abandon. C'est la culpabilité de ne pas avoir pu éviter le handicap, de ne pas avoir pu empêcher l'accident. Et cette culpabilité actuelle va se connecter à d'autres culpabilités plus anciennes, plus inconscientes, comme par exemple la culpabilité oedipienne dont je parlais, d'avoir voulu prendre la place du parent, déloger son parent, tuer son parent pour prendre sa place. Ou des culpabilités encore plus anciennes qui nous donnent le sentiment d'être mauvais, de ne pouvoir que créer du mauvais, de ne pas pouvoir donner la vie, de ne pas pouvoir créer des choses bonnes. Donc tout cela, c'est les culpabilités actuelles et les culpabilités anciennes, auxquelles les culpabilités actuelles vont se connecter, qui vont être réchauffées par la culpabilité actuelle.
Et bien, tout cela va conduire au déploiement de ce que j'appelle des fantasmes de culpabilité. Des fantasmes de culpabilité, c'est-à-dire à la création de scénarios, de mythes, d'histoires qu'on va se raconter, que les gens vont se raconter, selon lesquels ils sont coupables de ce qui leur arrive. On va se raconter tout un tas d'histoires selon lesquelles on est coupable de ce qui nous arrive. Si j'ai eu un enfant mal formé, trisomique, handicapé, c'est parce que j'ai eu un adultère, c'est parce que j'ai voulu avorter, ou c'est parce que j'ai déjà fait plusieurs avortements auparavant. Hein, on va trouver des tas de raisons dans lesquelles qui vont conduire à la conviction selon laquelle on a été puni. Hein, on a été puni d'une faute. Ou alors c'est Dieu qui m'a puni, on va trouver ces raisons-là dans la religion. Hein. C'est Dieu qui a décidé de me punir pour telle ou telle pensée que j'ai eue, tel acte que j'ai commis, etc. Donc on va se raconter des histoires, on va fabriquer des fantasmes de culpabilité. Pourquoi on fait cela? Eh bien on fait cela d'abord pour, paradoxalement, atténuer le caractère traumatique du traumatisme. Parce que s'il m'arrive une expérience traumatique et qu'en plus j'y suis pour rien, eh bien c'est complètement scandaleux, c'est encore plus injuste, c'est encore plus traumatique. Alors que si j'y suis pour quelque chose, hein, si j'ai fauté, si je suis puni pour une faute, eh bien c'est déjà moins scandaleux, c'est déjà moins traumatique. Le fait d'être responsable, d'être coupable, ça atténue, ça amortit le choc traumatique. Et puis la deuxième raison pour laquelle on se fabrique des fantasmes de culpabilité, c'est parce que se raconter une telle histoire, eh bien ça permet de s'approprier l'expérience. Si je suis coupable de ce qui m'arrive, eh bien je peux dire je. Ça m'appartient, c'est bien mon histoire. Hein. Cet événement d'une altérité absolue qui m'arrive alors que j'y suis complètement pour rien, si je peux dire je suis coupable, eh bien je peux subjectiver. Hein. Je peux en faire quelque chose dans ma réalité subjective, je peux me l'approprier. Donc le fantasme de culpabilité, ça permet d'atténuer le caractère traumatique du traumatisme et ça permet de déployer un travail de subjectivation, d'appropriation de l'expérience traumatique. Alors bien sûr, quand les gens disent « je suis coupable, si j'ai un enfant trisomique, c'est de ma faute », il ne faut bien sûr pas leur dire mais bien sûr, c'est de votre faute, hein, vous êtes coupable si votre enfant est trisomique. Il faut bien sûr leur dire, comme le discours médical le leur dit, vous n'y êtes pour rien, c'est un accident. Hein, vous n'y êtes pour rien, c'est un accident, voilà, les chromosomes se sont combinés comme ça, c'est pas votre faute. Mais en même temps qu'on dit ça, il faut aussi pouvoir entendre à quel point le sujet, lui, se sent coupable. Ça ne suffit pas de dire aux gens, vous êtes innocents, pour qu'ils se sentent innocents. Hein. L'innocentation, ça ne se prescrit pas, ça ne s'indique pas. L'innocentation, ça se travaille, c'est un long travail psychique qui suppose un long processus laborieux et qui demande de pouvoir explorer jusqu'au bout sa propre culpabilité. Donc il faut pouvoir suffisamment se sentir coupable, et il faut pouvoir explorer sa culpabilité pour petit à petit faire la part de ce qui nous appartient et de ce dont on est innocent, de ce qui ne nous appartient pas. Et ce n'est pas parce qu'on nous prescrit l'innocence qu'on va se sentir innocent. Comme me le disait une patiente qui vivait comme ça une expérience extrêmement traumatique et qui pleurait tout le temps, alors qu'elle savait bien qu'elle y était pour rien. On s'était pas un handicap dans ce cas-là, c'était la perte d'un bébé. Elle avait perdu un bébé de mort subite du nourrisson 5 ans auparavant, et depuis 5 ans, elle pleurait tout le temps, elle parlait que de ça, elle était envahie par cette histoire, elle racontait toujours cette histoire, alors qu'elle savait qu'objectivement, elle n'y était pour rien. Objectivement. Sauf que subjectivement, elle était coupable, elle était responsable, c'était de sa faute. Hein. Et un jour, elle me dit, me sentir coupable, ça me donne le droit de souffrir. Me sentir coupable, ça me donne le droit de souffrir. C'est-à-dire qu'elle avait besoin de pleurer la perte, hein. Elle avait besoin de souffrir, elle n'était pas suffisamment entendue dans cette expérience de perte, dans cette souffrance. Et la culpabilité, eh bien, ça lui servait à pouvoir souffrir, c'est-à-dire à pouvoir faire ce travail de deuil, faire ce travail d'élaboration de la perte, hein.
faire ce travail d'élaboration de l'expérience. Mais pour ça, il fallait qu'elle vive la culpabilité jusqu'au bout. Et on ne peut pas vivre la culpabilité jusqu'au bout tout seul, sinon on se suicide. Hein, la culpabilité, ça écrase, ça accable, ça empêche de se développer. On peut la vivre d'une manière créatrice que s'il y a quelqu'un qui peut l'entendre et avec qui on peut la partager. À ce moment-là, la culpabilité permet un travail d'appropriation. C'est la culpabilité, c'est ce qui rend humain. Hein. C'est pas sûr que les animaux éprouvent le sentiment de culpabilité. Ça, c'est au fondement de l'humanité, le sentiment de culpabilité. Mais à condition qu'il ne soit pas écrasant, parce que s'il est écrasant, ça conduit à l'impasse, ça ne produit pas un développement psychique. Hein. Quatrième type d'expérience, de traumatisme, d'effet traumatique du handicap, c'est un effet de rupture dans la filiation. Un effet de rupture dans la filiation. Je disais que l'enfant se retrouve en état de dégénération. Hein, il est hors génération, hors généalogie, hors filiation. Et je disais aussi que l'expérience actuelle, notamment la culpabilité actuelle, va se connecter à des expériences passées, à des expériences de culpabilité passées, anciennes, historiques, préhistoriques, hein, dans l'histoire du sujet, dans sa préhistoire. Et on peut dire que quand l'actuel se connecte au passé, et quand cette connexion convoque un ancêtre, eh bien le sujet, le parent, va construire ce que j'ai appelé des fantasmes de transmission. C'est-à-dire qu'il va se raconter des histoires selon lesquelles ce dont est porteur l'enfant, ça a été transmis par un autre. Ça vient d'un ancêtre. Si mon enfant est comme ça, s'il est trisomique, s'il est IMC, s'il a telle anomalie, c'est parce que son grand-père, son grand-oncle, son arrière-grand-tante avait tel ou tel stigmate, avait telle ou telle anomalie, et ça lui a été transmis. Donc voilà le genre de fantasme aussi qu'on va construire. Des fantasmes de transmission, des fantasmes selon lesquels la tare dont est porteur l'enfant a été héritée, a été transmise par un ancêtre. Alors il peut y avoir une vraie hérédité biologique, hein, mais on va se saisir de l'hérédité biologique pour construire ces fantasmes dont l'enjeu est un enjeu psychique. L'enjeu, c'est la place du sujet dans la génération, indépendamment des processus héréditaires biologiques. Ces fantasmes ont trois fonctions. Il y a trois raisons pour lesquelles on se raconte ces histoires, ces scénarios, ces mythes, selon lesquels quelque chose a été transmis et vient d'une autre génération. La première fonction, eh bien, c'est l'innocentation. Je parlais tout à l'heure de la culpabilité. Là, c'est une fonction d'innocentation. Je n'y suis pour rien, puisque ça vient d'un ancêtre. Si mon enfant est porteur de tel tare, de tel stigmate, de telle anomalie, et que ça lui a été transmis par un ancêtre, surtout si c'est un ancêtre de l'autre parent, hein, pas de ma lignée à moi, mais de l'autre, ça m'innocente, je n'y suis pour rien. Deuxième fonction, se raconter de telles histoires, de tels mythes, ça permet aussi d'inscrire l'enfant dans la filiation. Cet enfant qui est dégénéré, qui est hors génération, s'il a hérité quelque chose d'un ancêtre, eh bien ça le remet dans la génération, dans la généalogie. Hein. Il fait bien partie de ma généalogie. Donc le fantasme de transmission, ça inscrit le sujet dans la filiation. Et puis troisième fonction, comme le fantasme de culpabilité tout à l'heure, ça permet un travail de subjectivation, d'appropriation. Je peux dire je, c'est bien mon histoire, tout en disant je n'y suis pour rien. Je peux en même temps, je dis que ça m'appartient bien, puisque c'est ma filiation, ma lignée généalogique. Donc tout en me dessaisissant de cette histoire, je la remets dans une filiation et je peux me l'approprier, je peux dire je peux la subjectiver. Donc du coup, le handicap produit une rupture dans la filiation, mais en même temps permet la suture de cette rupture. Permet la suture de cette rupture dans la mesure où il est réintégré dans le lien de filiation. Alors on pourrait donner de nombreux exemples pour illustrer
le déploiement de ces fantasmes de transmission. Je vais juste vous en raconter un qui est un exemple inaugural. C'est à partir de cet exemple-là que j'ai commencé à construire les choses comme ça, me les représenter comme ça, et à définir cette notion de fantasme de transmission. C'est un enfant que j'appelle Arnaud, qui consulte quand il a 2 ans, pour la première fois, et qui présente une comitialité, c'est-à-dire une épilepsie, qui est apparue dans les tout premiers mois de vie, qui est bien stabilisée par le traitement anticomitial, qui ne compromet pas son développement psychomoteur intellectuel, mais qui représente quand même un handicap, et la rencontre avec ce handicap eh bien, a été particulièrement traumatique pour la famille, particulièrement traumatique pour les parents, et notamment pour la mère, Madame T, qui a été extrêmement blessée, qui s'est effondrée. Et devant cette blessure, cet effondrement maternel, l'enfant s'est installé, lui, dans une position très toute-puissante, très omnipotente, très sadique, très tyrannique envers sa mère. Très rapidement, dans les consultations, arrive la question étiologique. D'où ça vient? Pourquoi il a cette comitialité, cette épilepsie? Et cette question arrive avec beaucoup d'angoisse, bien sûr, beaucoup de culpabilité. Et donc j'apprends que le père de la mère, donc le grand-père maternel d'Arnaud, avait une tante malade mentale. Celle-ci a été hospitalisée pendant 20 ans et est décédée de cachexie, elle s'est laissée mourir, à l'hôpital psychiatrique, il y a de cela 50 ans. Donc vous voyez, on remonte tout de suite 50 ans en arrière, donc vous voyez la transmission, comment elle est tout de suite investie. C'est une histoire honteuse, tabou dans la famille, bien sûr, personne n'en parlait jamais. Et lorsque Arnaud a eu ses problèmes, la mère de Madame T, donc la grand-mère d'Arnaud, s'est souvenue que ses beaux-parents lui avaient raconté cette histoire. Elle a fait des recherches. Elle a ainsi appris le contexte du décès de cette personne. Et ses beaux-parents lui avaient dit que cette personne était tombée de bicyclette à 18 ans et que tout venait de là. La folie, la maladie mentale, l'hospitalisation, etc. Et donc la famille se demande si Arnaud a quelque chose à voir avec cette histoire, si cette arrière-grand-tante n'était pas elle-même épileptique, d'où la chute de bicyclette, si ce n'est pas l'épilepsie qui l'a fait tomber. Et cela d'autant qu'Arnaud ressemble beaucoup à son grand-père, il ressemble beaucoup à son grand-père maternel, et on va voir régulièrement, au fil des séances, apparaître tout un tas de comportements, de traits de caractère chez Arnaud, qui sont interprétés par les parents comme des répliques de comportements, de traits de caractère du grand-père. Il aime le fromage, ben oui, mais son grand-père a toujours aimé le fromage. Il a marché à 4 pattes jusqu'à tel âge, mais son grand-père, pareil, il a marché à 4 pattes jusqu'au même âge. Tout un tas de traits de caractère d'Arnaud, de comportements, sont interprétés comme des répliques de comportements, de caractéristiques de ce grand-père. Donc ça, c'est du côté de la mère. Du côté du père, on apprend le décès, quelques années auparavant, d'un cousin qui était gravement handicapé, qui était lui aussi caché, placé dans une institution à l'insu de tous ses proches. C'était aussi une histoire taboue, honteuse, tue. Bref, on voit comment la transmission est d'emblée très très investie par la famille, avec la question de l'hérédité, qui est centrale, alimentée par la maladie mentale de la mère, et par la maladie mentale de la grande-tante de la mère, et par le handicap du cousin du père. Par ailleurs, la maladie d'Arnaud a débuté, dans la manière dont la famille reconstruit l'histoire, la maladie a débuté lors d'une contamination virale d'Arnaud par la mère. La mère avait une angine, elle a transmis l'angine à Arnaud, et Arnaud a démarré des crises convulsives suite à cette transmission. Donc on voit là aussi la culpabilité. Bref, les représentations qui se déploient à propos de l'étiologie, de la cause, eh bien, c'est des représentations qui concernent la transmission héréditaire, la folie, la honte, la culpabilité à cause de la contamination virale par la mère. Et puis, lors d'une séance, la mère, Madame T, va parler d'un autre personnage important, c'est la grand-mère maternelle de son père. La grand-mère maternelle de son père qui a élevé le père de Madame T, qui était rejeté par ses parents. Et cette arrière-grand-mère de Madame T avait la peau très mate, comme le père de Madame T.
c'est-à-dire le grand-père d'Arnaud, à qui Arnaud ressemble beaucoup, hein, est comme Arnaud. D'ailleurs, quand Arnaud est né, il était noir, dit la mère. Et la mère s'est demandé d'où sort-il celui-là pour être noir comme ça. Par ailleurs, Arnaud a une tache au bas du dos. Il a une tache au bas du dos, caractéristique des gens du Midi. Et cela remonterait, dit la mère, cela remonterait à l'époque de l'invasion des Huns. Donc vous voyez, on était remonté 50 ans avant, maintenant on est, je ne sais pas combien de siècles avant. Hein. Cela remonte à l'époque de l'invasion des Huns. Or, la grand-mère maternelle du père de Madame T était du Midi. Madame T dit qu'elle devrait faire un arbre généalogique. Je me suis dit la même chose, parce que j'y comprenais plus rien. Elle ne s'est jamais autant intéressée à la généalogie que depuis l'arrivée d'Arnaud, parce qu'avec Arnaud, plein de gènes sont revenus, me dit-elle. Plein de gènes sont revenus. Vous voyez ce que c'est, le fantasme de transmission, c'est ça. Hein, plein de gènes sont revenus. Enfin, je pourrais signaler qu'il y avait entre cette Madame T et son père un lien très érotisé. Elle était câline avec lui, elle allait sur ses genoux, même grande, jusqu'à ce qu'elle rencontre son mari. D'ailleurs, son père a très mal pris qu'elle se détourne de lui pour se marier. Donc il y avait comme ça un lien très incestuel, hein, voire incestueux, entre cette dame et son père. Alors, juste quelques commentaires, eh bien, pour noter, vous voyez combien le recours au transgénérationnel est un processus défensif. Hein. C'est un processus d'innocentation. Le sujet n'y est pour rien. Hein. La mère n'y est pour rien. Le père n'y est pour rien. Tout vient d'un ancêtre. Ce qui revient avec les gènes, ce sont aussi des gènes au sens d'être gênés, hein, c'est-à-dire des fantasmes, des objets à terre, tabous, la folie, la honte. On peut dire que cette honte est liée à une scène primitive coupable. Il y a dans cette histoire une scène primitive coupable, en effet, le fantasme originaire, on pourrait dire. C'est un fantasme selon lequel c'est un viol qui a transmis la tare, l'invasion des Huns. Hein, la tache au bas du dos qui provient de l'invasion des Huns, c'est-à-dire c'est un viol qui a transmis la tare. La tache qui provient de l'invasion des Huns est transmise par un ancêtre, la grand-mère du grand-père, et la tache marque, inscrit la tare, et les gènes vont ramener dans le fantasme cette culpabilité primitive de l'acte fondateur, c'est-à-dire le viol inaugural. C'est un enfant du viol, c'est un enfant de l'inceste. Hein. Et d'ailleurs, cette mère a une relation très incestueuse avec son père. Donc on peut dire qu'elle a déplacé dans la phylogénèse, dans la préhistoire, la situation oedipienne chaude, incestueuse qu'elle a avec son propre père, mais tout ça, elle l'a mis dans l'histoire des Huns. Et on voit bien combien c'est un enfant de la faute, c'est un enfant de l'inceste, hein, cet enfant porteur de cette anomalie. Donc le recours au transgénérationnel représente, signe une nécessité d'innocentation. Je n'y suis pour rien, mais il représente aussi une défense contre le doute à propos de la filiation. Cette mère s'était demandé d'où sort-il cet enfant pour être noir comme ça. Hein. Donc s'il est comme mon père, comme son arrière-grand-père, comme l'arrière-grand-tante, comme celles qui ont été violées par les Huns, mais donc il fait bien partie de ma filiation. Hein. Ça réinscrit l'enfant dans la filiation. Et du coup, la tare est alors, paradoxalement, eh bien, une suture dans la rupture du lien de filiation. La tare, c'est ce qui va rompre le lien de filiation, et en même temps, c'est ce qui va permettre sa suture. Cinquième type d'effet traumatique de la rencontre avec le handicap, c'est un effet de séparation psychique brutale et absolue que va produire le handicap. Vous savez que, enfin vous savez peut-être pas, mais Teustine, Frances Teustine, qui a beaucoup travaillé avec des enfants autistes, Frances Teustine décrivait l'enfant autiste comme un prématuré psychologique. Elle disait l'enfant autiste c'est un prématuré psychologique, c'est-à-dire un enfant qui a fait trop tôt l'expérience de la séparation, hein, qui a fait trop tôt l'expérience selon laquelle son corps est séparé du corps maternel, selon laquelle il est séparé du monde. Il a fait cette expérience à un moment où il ne pouvait pas penser cette expérience, il ne pouvait pas se la représenter, et du coup il s'est enfermé dans un monde autistique. Eh bien on peut dire
que dans ces cas-là, dans les cas de rencontre avec un handicap chez l'enfant, ce sont les parents qui se retrouvent dans un état de prématurité psychologique. Tout se passe comme si les parents devenaient trop tôt parents, comme si les parents faisaient trop tôt l'expérience d'être séparés de l'enfant. Pour pouvoir accepter la séparation d'avec le bébé, il faut d'abord construire ce qu'on appelle une symbiose postnatale, une matrice symbiotique postnatale, c'est-à-dire qu'on va, dans la relation avec le bébé, on va reconstituer le ventre maternel, dans l'attention portée au bébé, les soins portés au bébé, on va reconstituer une matrice symbiotique, et petit à petit, le bébé va s'individuer, le parent va devenir parent, le parent va naître à la parentalité en même temps que le bébé s'individue, grandit, devient autonome, etc. La parentalité n'est pas donnée en soi, elle se fabrique, elle se construit dans la rencontre avec le bébé, en même temps que le bébé s'individualise. Eh bien, lorsque le bébé est porteur d'une malformation, d'une anomalie, d'un handicap, cette symbiose postnatale, elle vole en éclats, le bébé impose une altérité, d'une manière brutale, précoce, prématurée, et les parents deviennent prématurément parents. La parentalité est prématurée. Et dans ce cas-là, ce qui va se produire, c'est que le parent va reconstituer un état symbiotique, mais il va le reconstituer d'une manière secondaire, c'est-à-dire que ce sera une symbiose défensive, une symbiose, un lien symbiotique dans lequel toute altérité devra être niée. Une symbiose qui sera non pas au service de la différenciation, mais qui sera contre la différenciation, avec un fantasme qui sera le fantasme de réintroduire l'enfant dans le ventre maternel. Le fantasme de réintroduire l'enfant dans l'utérus pour qu'il se répare, pour qu'il continue de grandir, pour qu'il continue de se fabriquer. Un fantasme de réintroduction de l'enfant dans le ventre familial, dans le ventre maternel, dans l'utérus. Et c'est ce qui va donner à la relation parent-enfant une composante, une dimension fortement incestuelle. Par exemple, on va observer des rapts de l'enfant par la mère, par exemple, qui va rapter cet enfant, s'approprier l'enfant, exclure le père, en général c'est souvent la mère, ou bien qui va donner cet enfant à sa propre mère. Il y a beaucoup d'enfants qui sont élevés par les grands-parents maternels, qui viennent au secours de la dépression maternelle, qui vont prendre en charge l'éducation du bébé. Les grands-parents maternels qui vont se sacrifier d'une certaine manière. Donc on voit la dimension incestueuse. C'est comme si l'enfant était fait, non pas avec le père, mais était fait avec non pas avec le père de l'enfant, mais avec le père de la mère, d'une certaine manière. Ça devient l'enfant des grands-parents. Donc le lien symbiotique va contenir toute une dimension incestueuse, incestuelle, dans la relation à ce bébé porteur de handicap. On a vu que l'enfant peut être vécu comme un enfant de la faute, un enfant de la honte, un enfant qui va permettre l'expiation, d'une certaine manière, du désir coupable. Et d'ailleurs, on peut même dire que l'anomalie, le handicap, d'une certaine manière, eh bien, va rendre possible, et c'est là un paradoxe, le handicap va rendre possible le fantasme incestueux. Il va rendre possible la réalisation du fantasme incestueux. Alors pour comprendre cela, il faut faire appel, par exemple, à ce que racontait Deleuze, Gilles Deleuze, vous connaissez peut-être, ce qu'il racontait à propos du masochisme, et il disait la chose suivante, et on peut adapter ce qu'il disait à propos du masochisme, on peut l'adapter au handicap. Il disait la chose suivante: le masochiste ne jouit pas de la douleur, c'est pas parce qu'il a mal qu'il jouit. Le masochiste jouit de ce que la douleur lui permet, de ce que la douleur lui autorise. Tout se passe comme si le masochiste se disait: puisque j'ai souffert, puisque j'ai eu mal, eh bien maintenant je peux jouir, et je peux jouir d'une relation incestueuse, je peux jouir d'une relation perverse, parce que j'ai payé d'une certaine manière.
On trouve la même chose chez Freud quand il commente le Richard III de Shakespeare. Richard III qui avait une difformité, qui avait un handicap justement, et qui disait la chose suivante: puisque la nature m'a doté d'une telle infirmité, eh bien je vais devenir un être d'exception. Je vais pouvoir m'autoriser tout ce que les autres s'interdisent. Et le Richard III, ce qui s'autorisait, c'était d'être un scélérat, comme il disait, c'est-à-dire de réaliser tous les crimes qui étaient interdits aux autres. Autrement dit, vous le voyez, tout se passe comme si le handicap venait signaler une faute qui a été payée. J'ai un enfant mal formé, eh bien je peux maintenant jouir de cet enfant, je peux me le garder à vie, je vais pouvoir réaliser les fantasmes incestueux, je vais pouvoir développer un lien symbiotique, ce sera un bébé pour toujours, parce que j'ai payé, hein, comme le Richard III de Shakespeare, j'ai payé, comme le masochiste, j'ai eu mal, donc maintenant je peux jouir, je peux profiter de tout ce qui est interdit aux autres. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre un certain nombre de liens tout à fait symbiotiques, encore une fois, qu'on observe dans les relations parents-enfants, lorsqu'un enfant est porteur d'une anomalie, d'un handicap. C'est la première question que demandent les parents quand on annonce le handicap d'un enfant, c'est « qu'est-ce qui va devenir quand je ne serai plus là ?» Alors bien sûr, c'est une vraie question, hein, c'est une douleur insurmontable de penser ça, mais en même temps, il y a aussi une jouissance. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est vu comme un enfant à vie. C'est un enfant dont on ne va jamais se séparer. C'est un enfant pour toujours. Eh bien, il y a dans ces liens symbiotiques, il y a aussi de la jouissance. Il y a bien sûr de la terreur, de l'horreur, de la souffrance incommensurable, mais il y a aussi de la jouissance. Enfin, dernier type ou plutôt dernière caractéristique dans les liens parents-enfants confrontés au handicap, on peut dire que tous ces effets que j'ai décrits, ces effets de culpabilité, ces effets de sidération, ces effets de rupture dans la filiation, ces effets de séparation brutale, précoce, tous ces effets sont bien sûr des effets traumatiques, mais ce sont aussi des défenses contre le traumatisme. Immobiliser la pensée, construire des fantasmes de culpabilité, fabriquer des fantasmes de transmission, instaurer des liens symbiotiques, ce sont des défenses contre l'expérience traumatique. Et on va observer en plus dans ces défenses, dans l'organisation de ces défenses, on va observer une oscillation entre deux types de positions défensives. D'un côté, une position maniaque, et de l'autre côté, une position qu'on pourrait appeler mélancolique. La position maniaque, qu'est-ce qui la caractérise? La position maniaque, elle est faite d'illusions, de déni. Alors, ce n'est pas tellement le handicap qui est dénié. Hein. Souvent, les parents, ils reconnaissent le handicap, ils ne dénient pas le handicap. Ce qui est dénié, ce sont les affects. C'est-à-dire, c'est la douleur que produit le handicap. Hein. Quand on m'a dit que mon enfant était trisomique, ça ne m'a fait aucun problème. Je l'ai tout de suite accepté comme il était, hein, parce que c'est bien connu, les trisomiques sont plus câlins que les autres. Vous voyez, le handicap est bien reconnu. Par contre, le traumatisme, la douleur, c'est complètement dénié. Hein. Dans la position maniaque, il y a de l'idéalisation. L'enfant est idéalisé, c'est un enfant messianique, c'est un enfant qui va sauver la famille, c'est un enfant donné par Dieu. Hein. À l'autre bout, il y a bien sûr la position mélancolique. Alors là, c'est l'inverse. Dans la position mélancolique, il y a une désillusion, ou plutôt une illusion négative, c'est-à-dire l'illusion que tout est foutu, tout est perdu, que plus rien ne vaut la peine d'être vécu. Il y a un désinvestissement dans la position mélancolique. Hein. L'enfant est désinvesti, ou plutôt les progrès qu'il pourrait réaliser sont totalement désinvestis. Il n'y a pas d'avenir, aucun avenir possible. Ce n'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Ce n'est pas la peine de faire... Dans la position maniaque, il y a plein de rééducation. Les parents courent après les soins, les rééducateurs, les méthodes, ceci, les méthodes cela. Dans la position mélancolique, ils désinvestissent toute rééducation, tout travail thérapeutique. Plus rien ne sert à rien.
Et on va voir la famille osciller, bien sûr, entre ces deux positions extrêmes, hein, avec des aspects, des moments très maniaques et puis des moments très mélancoliques. Les aspects maniaques vont chercher des alliances chez les soignants. Hein. Et si les soignants n'acceptent pas de participer à cette illusion maniaque, si les soignants ne font pas toutes les rééducations que les parents demandent, s'ils ne mettent pas en place toutes les méthodes ceci et les méthodes cela, eh bien ils sont vécus comme persécuteurs. Ils vont être l'objet de colère, de haine. D'ailleurs, les soignants, ils vivent du handicap, donc on ne voit pas bien pourquoi ils voudraient que le handicap s'améliore, hein, puisque c'est leur gagne-pain. Donc ils vont être comme ça accusés de vouloir garder l'enfant handicapé. Et puis dans la position mélancolique, eh bien, les parents vont essayer de désespérer les soignants. Ils vont désespérer les soignants, qui sont parfois les seuls porteurs d'un espoir fragile. Et les parents vont disqualifier les soignants, disqualifier les professionnels. Cette disqualification du soignant étant bien sûr à l'image, à la mesure de la disqualification que le parent a lui-même connue, hein, le parent qui a été disqualifié dans sa parentalité. Alors tous ces effets que j'ai décrits, tous ces effets, j'ai surtout parlé des parents, mais on pourrait dire exactement la même chose dans la fratrie. Hein. Ces effets, ça concerne pas seulement les parents, mais ça concerne toute la famille, et ça concerne notamment la fratrie. Il y aura bien sûr des effets de culpabilité très forts dans la fratrie, chez les frères et sœurs. Ce sera difficile de ressentir de la jalousie, de la rivalité dans le lien fraternel, parce qu'on va se sentir trop coupable, hein, d'être jaloux de ce frère, cette sœur qui accapare toute l'attention parentale et qui est tellement abîmé, on ne peut pas lui en vouloir. Hein. Du coup, la jalousie, elle va être exportée, elle va être traitée ailleurs, elle va être traitée par rapport aux parents. Hein. L'enfant va se sentir violent, hostile par rapport aux parents, ou elle va être traitée dans l'école, hein, par rapport dans le milieu social. Certains enfants, dans la fratrie, feront l'objet d'une méconnaissance, d'un manque d'attention. Lui, il est bien portant, il est sain, hein, donc il n'y a pas besoin qu'on s'occupe de lui. Nous, on va s'occuper de l'enfant malade. Et à force d'être méconnu, de ne pas être reconnu dans ses besoins d'enfant, bien l'enfant va pouvoir développer un certain nombre de psychopathologies. On voit ça par exemple dans des couples de jumeaux, où un jumeau a souffert à la naissance, et il sera handicapé, hein, et l'autre jumeau est sain et valide dans son corps, mais celui qui sera handicapé physiquement, il sera en bonne santé mentale, et celui qui sera bien dans son corps physiquement, eh bien, il va développer un retrait autistique, il va développer une psychopathologie du fait de la méconnaissance dont il fait l'objet, lui qui est sain, qui est en bon état, hein, et l'autre jumeau, lui, va attirer tout l'investissement, toute l'attention parentale, et va bien se développer psychiquement. On verra aussi dans la fratrie un frère, une sœur aînée, qui sera l'objet d'une délégation parentale, qui va devenir le parent du frère handicapé ou de la sœur handicapée. En devenant le parent de son frère ou le parent de sa sœur, eh bien ça lui permet de protéger le parent de l'effondrement, de la dépression. Ça lui permet aussi de contre-investir la jalousie, la haine. Du coup, il n'a pas à se sentir jaloux ou haineux vis-à-vis de ce petit frère ou de cette petite sœur, puisque c'est comme si c'était son bébé à lui. On verra aussi un frère, une sœur qui va chercher à réussir pour deux, d'une certaine manière, qui va se sentir investi d'une mission qui consistera à combler tous les manques que fait vivre le frère ou la sœur handicapée pour consoler les parents. Et bien sûr, il va souvent se sentir en échec devant cette mission. Il va se sentir humilié avec le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur de l'idéal parental. Donc vous voyez toutes les souffrances qu'il peut y avoir dans la fratrie du fait du handicap d'un des enfants. Le frère, la sœur pourra éprouver de la culpabilité de ne pas être handicapé, culpabilité d'être impuissant, de ne pas pouvoir sauver le frère ou la sœur handicapé. Il va ressentir de la honte d'avoir un frère ou une sœur dans cet état-là, objet de honte. Souvent, il va cacher le handicap à ses copains à l'école, il n'en parlera jamais, il n'invitera jamais ses copains chez lui.
On pourra avoir aussi un frère ou une sœur qui va s'identifier à l'enfant handicapé, avec le sentiment d'avoir lui-même un handicap caché, avec une crainte de contamination. Si le frère ou la sœur est plus jeune que l'enfant handicapé, eh bien on verra toute la culpabilité qui sera exacerbée quand il va dépasser son frère ou sa sœur, quand il va le dépasser dans le cursus scolaire, par exemple. Il va devenir l'aîné de l'aîné. Et devenir l'aîné de l'aîné, eh bien ça donne le sentiment d'usurper une place et ça fait vivre beaucoup de douleur, beaucoup de culpabilité, beaucoup de crainte de rétorsion, beaucoup de souffrance. Le frère, la sœur, bien portants, vont parfois réclamer l'attention parentale par tout un tas de manœuvres, par des maladies. Il sera toujours malade. Il va demander des soins en permanence. Il voudra lui aussi son psychologue. Il voudra lui aussi son kinésithérapeute, son psychomotricien. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que le frère ou la sœur handicapée qui ait tous ses soins et que lui n'ait rien. Donc il va réclamer d'avoir lui aussi des psychologues, des éducateurs, des orthophonistes. Il va s'inventer, se fabriquer tout un tas de maladies pour qu'on s'occupe de lui. Et puis enfin, on peut voir dans les fratries d'enfants dont un enfant est porteur de handicap, on peut voir nombre de vocations soignantes. Nombre de vocations soignantes sont générées par une telle expérience. Beaucoup de soignants, de gens qui deviennent soignants, sont des frères ou sœurs d'enfants qui avaient un problème, une anomalie, un handicap. L'enfant va apprendre, va devenir expert pour résoudre l'énigme du handicap. Il va développer des capacités pour être en quête d'indices, pour devenir expert en décodage de langage non verbal, par exemple, si le frère ou la sœur handicapée n'a pas de langage. Et il va comme ça développer des vocations d'éducateur, des vocations d'assistante sociale ou des vocations de soignant. Et enfin, tous ces effets que j'ai décrits, ils concernent les parents, ils concernent la famille, ils concernent la fratrie, et ils concernent aussi, bien sûr, les équipes soignantes. Tous les praticiens sont traversés par ce type d'effet traumatique, par ce type de sentiment, de culpabilité, de honte, d'impuissance. Tous les praticiens, tous les professionnels, tous les soignants sont aussi traversés par la blessure, par l'impuissance, par la culpabilité, par la honte, par la haine, et vont eux aussi se retrouver dans des positions comme celles que j'ai décrites, comme par exemple des positions maniaques, avec une agitation pour à tout prix réparer le handicap, ou des positions mélancoliques, avec un désespoir et un sentiment que de toute façon, on n'arrivera jamais à rien, que ce n'est pas la peine d'espérer une évolution chez un enfant autant abîmé. Les soignants vont aussi vivre ce type de douleur, d'expérience, d'épreuve, d'expérience traumatique. Merci pour votre écoute. Donc la prochaine fois, ce sera François Jourdan qui va nous parler du rapport entre la psychopathologie et les neurosciences. Je vous dirai la prochaine fois, j'en sais rien. Parce que je viens de découvrir qu'il devrait en rester qu'un, mais on en avait prévu 2. Donc on en reparlera la prochaine fois. Je l'ai éteint. Ça a marché? Merci. Vous expliquerez la prochaine fois. Ben ouais, on se prendra un jour un rendez-vous, vous m'expliquerez tout ça. D'accord, pas de problème. Parce que vous êtes au top, vous. Est-ce que vous connaissez ce livre? Ah oui, je le connais, oui, oui. Bien, hein? Il est marrant. Rapport aux parents, ça décrit bien. Je voulais juste savoir si vous avez une idée de l'horaire pour le partir. Oui, c'est 14h, le 23 décembre. Le 23, ça va être
14h, 16h. 14h, 15h30. Surtout au niveau des possibilités d'échange en master 2. D'échange D'échange avec quoi? Avec Melbourne. Avec En Australie ou à Singapour. Donc l'échange Ah oui, universitaire. internationaux. Donc là, c'est pas moi, il faut en parler avec Claudine Vacheret. C'est elle la responsable. On a parlé. Elle m'a dit Alors dites-moi, parce que moi, je m'occupe pas des échanges, mais dites-moi, peut-être que c'est une question que je peux répondre. quelles sont les possibilités surtout si c'est. Alors j'étais allé voir au secrétariat, mais j'avais dit aussi voir avec vous, parce que apparemment c'est mal vu de faire un M2 à l'étranger par rapport au stage, le réseau professionnel, tout ça. Ah, c'est pour ça alors, d'accord. Si c'est ce type de question-là, est-ce que c'est bien vu ou mal vu? Mais s'il y a des possibilités surtout, c'est ça. S'il y a des possibilités, je suis incapable. Encore une fois, c'est pas moi qui m'occupe des relations internationales. Je ne connais pas les universités avec lesquelles Lyon 2 est en lien. Par contre, Claudine Vacheret, c'est son boulot. Elle s'occupe de ça. Maintenant, est-ce que c'est bien vu ou mal vu? Ça dépend. Vous allez faire ça en quoi? J'aimerais le faire en psychopathe. Psychopathe Ou alors en formation. Parce que nous, en psychopatho, on n'aura pas ça. Parce que nous, on a tout un dispositif. Les seules choses qu'on a, c'est que moi j'ai des stages à l'étranger. Chaque fois que je voyage, je récupère des stages. Par exemple, là, j'en ai en Guadeloupe. C'est pas vraiment à l'étranger, mais c'est loin, c'est toujours la France. Sinon, j'en ai au Canada. J'ai notamment une étudiante qui va aller faire un stage au Canada. Par contre, c'est très compliqué parce que c'est beaucoup mieux pour des étudiants qui font à 2 ans le Master 2 professionnel. On va parler du Master 3. Ouais. Parce que la première année, comme ça, il peut faire tous les séminaires. Et la deuxième année, faire un stage à l'étranger. Mais ça reste, c'est pas un échange, ça reste dans le cadre de Lyon 2. C'est pas une autre université. Tous les séminaires, du coup. Ça permet de suivre tous les séminaires et ça reste Lyon 2. C'est-à-dire c'est une inscription chez nous, c'est pas une autre université. Ça permet de pas payer aussi avec les frais d'étranger. Et parce que Madame Vacheret, hier, m'a dit qu'il n'y a qu'un master clinique, il n'y a plus de formation de santé, tout ça, c'est un master clinique et des séminaires, seulement en somatique par exemple, ou en formation. Donc a priori, ça voudrait dire que si je fais psychopatho, peu importe. Enfin, n'importe quel master, je pourrais... Non, là, vous avez mal compris. Pour l'instant, il y a un master 2 professionnel clinique. D'accord? Dans ce master 2 professionnel clinique, il y a 3 options: psychopatho, clinique du somatique, clinique de la formation. Ah, d'accord. Ça va changer en 2011, quand on va changer de quadriennal. Il y aura, mais ça va changer, c'est le détail, il y aura toujours un master psychopatho clinique et comment dire, pour l'instant il y a 3 parcours. Voilà, il y a 3 parcours. Là, il n'y aura plus qu'un parcours avec des options clinique de la formation, clinique du somatique et clinique du social. Voilà. Mais tout ça, c'est des manières de faire entrer, mais au niveau de l'enseignement, ça ne va pas changer grand-chose. Il y aura toujours, comme il y a déjà actuellement, un tronc commun, qui est l'immense majorité de l'enseignement, c'est un tronc commun. Et ce qui concerne la spécialité, c'est vraiment un minimum, parce que moi je suis contre les masters spécialisés. Voilà, je pense qu'il faut qu'on forme des généralistes, il faut que les gens puissent postuler partout, et la réalité c'est ça, c'est quelqu'un qui a fait clinique de la formation, et ben, il peut travailler à l'hôpital psychiatrique, et puis quelqu'un qui a fait psychopatho, il se retrouve dans une école, et voilà, il faut que tout le monde puisse postuler partout. Donc l'option, c'est vraiment un en plus qu'on peut faire valoir ou pas quand on postule. Voilà. Donc il ne faut pas dire je rentre dans tel truc. Si on est en clinique, on rentre en clinique. Et puis l'option, on choisit une option, mais c'est vraiment un en plus, c'est pas une spécialité. Et du coup, si on fait la première année à Lyon et la deuxième année en stage à l'étranger, est-ce que c'est possible de valider toutes les options? De suivre toutes les options et de les valider au moins un candidat libre? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on est forcément dans une option. Quand le système en 2011 là, sera comme celui que je vous ai dit, où il n'y aura qu'un parcours et l'option, ce sera là, on pourra peut-être faire plusieurs options. Pour l'instant, on peut que valider une option. Mais encore une fois, l'option, elle n'est pas sur le diplôme. Le diplôme, c'est psychopatho clinique. Ouais. Donc l'option, on la fait valoir ou pas. CV, mais... Voilà, on la met sur le CV. Si on postule, mettons, on a fait clinique de la formation et on postule dans un IM Pro, ça vaut le coup de le mettre. Si on a fait clinique du somatique et qu'on postule dans un hôpital psychiatrique, il ne vaut mieux pas le mettre, parce qu'on va dire non, vous alliez en néphrologie, mais pas chez les fous. Voilà. Donc on peut la faire valoir ou pas, selon. Pour l'instant, c'est comme ça, et je pense que c'est mieux d'avoir une formation généraliste. Ça répond? Ouais, c'est bon, tout à fait ce que je voulais savoir. Merci. Est-ce que un référent depuis la réunion, est-ce qu'il est présent, enfin il va venir?
D'habitude, il est avec moi à ce cours là, oui, mais aujourd'hui il n'est pas venu. Moi je suis pas venu le fois d'avant, là c'est lui qui est venu, mais il va venir pour le cours, il a un autre cours là, à 18h. Hein. Oui, oui, oui.